Bonjour, donc je vais vous présenter mon travail de thèse qui était dirigé par Dr Marie-Ève Rouget-Bugat, que j'ai soutenu l'an dernier, donc sur le respect des recommandations de la prise en charge thérapeutique des 3 derniers jours de vie en EHPAD. Désolée, j'ai un peu plombé l'ambiance. Alors on s'est intéressé à ce sujet parce que c'est un domaine, malheureusement, on est tous confrontés dans notre pratique de médecin généraliste. Et de plus en plus dans les années à venir, puisque selon les sondages, 80% des Français préféreraient vivre leurs derniers instants chez eux. Les projections démographiques prévoient une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes en France et donc du nombre de personnes institutionnalisées dans les EHPAD, qui sont considérées comme leur domicile. Et donc, par conséquent, on peut aussi s'attendre à une augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies susceptibles de relever de soins palliatifs. Donc c'est aussi un sujet d'actualité sur le plan législatif avec la loi récente, la loi Claes-Leonetti de 2 février 2016, qui complète celle de 2005, et notamment qui donne le droit aux patients de demander dans certaines circonstances une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc nous sommes intéressés aux 3 derniers jours de vie, car selon la définition, c'est pendant cette période que peut avoir lieu ce qu'on appelle l'agonie, avec donc des symptômes inconfortables de fin de vie. Et nous nous sommes basés sur les recommandations nationales en vigueur de 2002 principalement, donc qui préconisent les traitements symptomatiques à utiliser et aussi qui encadrent les indications et la pratique de la sédation. Donc qui peut avoir lieu en milieu hospitalier, mais aussi à domicile et dans les EHPAD. Donc l'objectif principal de cette thèse était d'évaluer la prise en charge thérapeutique des 3 derniers jours de vie en EHPAD par rapport à ce qui est préconisé par les recommandations nationales en vigueur. Donc pour cela, nous avons réalisé notre étude dans 10 EHPAD du Nord-Ouest Aveyron. Donc l'Aveyron, c'est vers le sud, c'est la région Midi-Pyrénées. C'est un département assez vaste qui est prédominance rurale, qui a une USP que depuis 1 an, donc à Rodez, qui est au milieu du département. Donc on a réalisé une étude descriptive rétrospective. Des données étaient recueillies à partir des dossiers médicaux, donc informatisés ou papier archivé. Les patients inclus étaient les patients décédés dans les EHPAD entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015 inclus, et étaient exclus les résidents qui étaient décédés lors d'une hospitalisation. Donc en ce qui concerne l'analyse du respect des recommandations, ça a été réalisé à partir de l'analyse de 7 variables qui ont été élaborées à partir des recommandations. Donc ces variables étaient la présence de prescriptions anticipées en fonction des situations d'urgence potentielles, l'introduction de traitements à visée palliative, l'utilisation des traitements recommandés en première intention, la prescription dentalgique, la réévaluation du traitement de fond avec l'arrêt des traitements devenus inutiles, l'adaptation de la voie d'administration et la réalisation d'une sédation si elle est indiquée. Donc en ce qui concerne les résultats, initialement nous avions recensé 255 patients, enfin au dossier, 44 ont été exclus car leur fin de vie n'était pas attendue, donc prise en charge palliative difficile à mettre en œuvre, 27 par manque de données, et au final nous avons inclus 184 patients. Donc les principaux résultats ont montré, en ce qui concerne le respect des recommandations, que dans plus de la moitié des dossiers, il y avait un traitement à visée palliative qui avait été introduit dans les 3 derniers jours, qu'il y avait la présence de prescriptions dentalgiques et qu'il y avait une réévaluation du traitement de fond avec un arrêt des traitements futiles. L'ensemble des critères étaient réunis que dans 5% des dossiers. Donc parallèlement, ont pu être mis en évidence des motifs de non-respect de ces recommandations qui sont par ordre décroissant, donc de fréquence, une absence de prescription anticipée ou d'adaptation du traitement symptomatique, une absence de réévaluation du traitement de fond dont un peu moins de la moitié des cas, une voie d'administration non adaptée avec l'utilisation de la voie intramusculaire, qui est quand même douloureuse, alors que souvent la voie sous-cutanée aurait pu être possible, une fin de vie non diagnostiquée, un traitement de seconde intention utilisé en première intention, notamment pour les benzodiazépines, qui, dans les recommandations, quand la voie orale n'est plus possible, c'est l'hypnovel à dose anxiolytique qui est préconisé, alors que souvent c'est plutôt le Tranxène et le Valium qu'on utilise. Voilà. Et du coup, l'introduction ou la poursuite du traitement non adapté, alors avec l'alimentation artificielle chez un patient ou des anticoagulants. Et enfin, l'administration des traitements avant l'apparition des symptômes. Donc là, ce ne sont pas considérés la prémédication avant
avant les soins pour les antalgiques. C'est plutôt l'administration des traitements juste avant que l'infirmière parte en prévision des symptômes de la nuit, parce que pour pallier du manque d'infirmières la nuit. Voilà, donc bon, en discussion, on a montré qu'il y avait quand même donc des recommandations qui étaient peu respectées par un manque d'anticipation, donc aussi par peut-être une difficulté de diagnostic chez ces personnes âgées qui vont souvent avoir des épisodes d'altération de l'état général suivis d'un mieux. La mort peut encore être considérée par certains confrères comme un échec, comme le montrent certaines thèses qualitatives françaises sur le ressenti des médecins généralistes qui ont suivi des patients en soins palliatifs. Se pose aussi la question de la disponibilité du médecin généraliste, qui est souvent fortement sollicité, notamment en milieu rural, mais même ailleurs, alors que le traitement symptomatique en soins palliatifs peut demander une réévaluation presque quotidienne. Se pose aussi la question de la mise en place de procédures collégiales en milieu ambulatoire, parce que par manque d'habitude et aussi par manque de temps, qui organise ça, où ça se fait, avec qui. Se posait aussi la question de la formation de l'équipe soignante, donc qui était dans les 10 EHPAD, 60% de l'équipe soignante disait avoir reçu une formation en soins palliatifs, mais de façon complètement illégale. Ça pouvait aller du DU à 2 jours de formation. Et aussi des médecins généralistes. Dans cette étude, 9% des médecins généralistes signalaient avoir reçu une formation en soins palliatifs, et pareil de niveau illégal. Et se pose aussi du coup la question de l'accessibilité du midazolam, qui en France est à délivrance uniquement hospitalière. Donc dans les EHPAD nécessite la demande d'une HAD, et qui du coup demande d'anticiper la fin de vie et les risques de détresse respiratoire ou d'hémorragie en fonction du dossier. Donc ça demande du temps, et après voilà, la demande de l'HAD, quand ça se met en place, donc ça peut expliquer pourquoi on préfère le Tranxène et le Valium qu'on a tous en pharmacie de ville. Donc en conclusion, les recommandations sont peu ou pas respectées en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, donc notamment due à une anticipation insuffisante de la fin de vie, qui peut s'expliquer donc par un manque de formation de l'équipe soignante, de manque de disponibilité du médecin généraliste, et aussi d'appel aux services spécialisés. Et l'une des perspectives pour améliorer la prise en charge serait de renforcer les liens entre les EHPAD et ces services spécialisés que sont l'HAD, l'équipe mobile ou les réseaux de soins palliatifs.